Il faut prendre Oedipe d'abord C'est dans ça, dans sa signification théâtrale, c'est pour ça. remonter à Sophocle, c'est-à-dire prendre ça comme des histoires d'amour. Hein, et là, hein, Laïos veut se débarrasser d'Oedipe parce que la Pythie a dit qu'il lui prendrait son trône et sa femme. Donc c'est d'abord des histoires, hein, de passion, de pouvoir et de passion amoureuse, etc. C'est-à-dire le prendre hein, dans la littérature. Et après, tu as l'interprétation qu'en fait Freud en disant ce désir-là, hein, de tuer son fils d'abord. Hein, et le fils, il veut tuer le père. Enfin, d'une certaine façon, le début, c'est d'abord le père qui veut se débarrasser du fils. Puis après, le fils, il va tuer son père et épouser sa mère, hein, Mhm. dans la tragédie. Or, ce que dit Freud simplement, c'est que ces désirs-là, ces pulsions-là, elles sont universelles et elles sont dans toutes les familles. Et c'est des désirs inconscients et ça ouvre sur une scène inconsciente. Mais la forme après que ça prend dans les histoires de vie concrètes et tout ça, il y a une multiplicité de scénarios possibles. Sophocle, c'est une histoire parmi d'autres, hein. Je vois. Mais ça part, si j'ose dire, dans tous les sens. L'Oedipe, il faut l'entendre comme trois temps différents. Il y a un premier temps qu'on appelle la dialectique de l'être. Ben, c'est facile à comprendre, c'est quand on est tout petit enfant, et ben, qu'on soit petit garçon ou petite fille, on va recevoir des soins de la part de sa mère et on est dans une relation fusionnelle avec sa mère. On est tout le désir de sa mère. En tout cas, en tant qu'enfant, on le perçoit comme ça. Et puis, eh ben, cette fusion de la mère avec l'enfant n'est pas destinée à durer parce qu'il y a un troisième larron qui arrive, qui est le père, et qui va jouer le rôle de séparateur entre la mère et l'enfant. Hein. Et l'enfant, il perçoit bien que sa mère, elle désire ailleurs que vis-à-vis de lui-même. Elle désire vis-à-vis de son père. Et en fait, c'est le deuxième temps de l'Oedipe. Et là, c'est pas la dialectique de l'être, c'est la dialectique de l'avoir. Pour l'enfant, si ma mère désire ailleurs, c'est parce que le père est doté de quelque chose que je n'ai pas. Et ce quelque chose que je n'ai pas, c'est le phallus, qui n'est pas le pénis, c'est pas l'organe. Hein, c'est ce qui euh, suscite le désir de la mère à l'endroit du père pour l'enfant. Et l'enfant n'aura de cesse que de vouloir essayer, tous, d'ailleurs chacun d'entre nous, on cherche à avoir ce phallus, hein, qui est un instrument de pouvoir et un instrument de finalement, qui nous permettrait de remplir le désir de la mère. Et puis, il y a un troisième temps de vie, il est un temps de séparation, et le temps du nom du Père. Hein. Alors, le nom du Père, on peut l'écrire de deux manières, nom N-O-N, la négation, et puis le nom N-O-M, le nom du Père, c'est-à-dire la mère qui cite le Père. Hein. Et en fait, cet interdit du Père, qui est un interdit de l'inceste, c'est dire à l'enfant, que ce soit un petit garçon ou une petite fille, mon fils, ma fille, il te faut désirer en dehors du couple parental. Et c'est ça qui va ouvrir à ce qu'on appelle les identifications secondaires, c'est-à-dire que cet enfant, eh ben, il va désexualiser la relation qu'il avait avec ses parents et puis chercher en dehors du couple parental. Sauf que, dans de très nombreux cas, cette période-là, elle n'est pas tout à fait achevée ou pas tout à fait résolue. Et on voit bien comment, à ce moment-là, cette question de l'identification à des personnes en dehors du couple parental, eh ben, elle va avoir un destin différent en fonction de l'appartenance sociale. C'est-à-dire si vous appartenez à une famille qui est très aisée, très, comment dirais-je, très valorisée sur le plan social, c'est pas la même chose que si vous appartenez à une famille dans laquelle les parents sont d'une manière ou d'une autre disqualifiés dans la sphère sociale. Et la question de l'identification à d'autres figures, eh bien, fait jouer cette question de l'Oedipe. Et c'est sur ce troisième temps que les articulations entre dimension sociale et dimension intrapsychique vont être extrêmement prégnantes. Hein. En d'autres termes, si un complexe d'Oedipe qui n'est pas tout à fait résolu, hein, bah, fait que dans les identifications qu'on cherche en permanence à l'extérieur, alors ça peut être un prof, ça peut être une figure, euh, une figure charismatique, voilà, où on va transférer des choses hein, par rapport
à ces personnes-là, ben, il y a quelque chose de ce fonctionnement oedipien préalable qui est en jeu dans cette affaire-là. Et c'est ce que Vincent montre dans la névrose de classe. C'est comment ces dimensions affectives, en grande partie inconscientes, elles viennent se nouer avec la dimension des relations sociales et culturelles. Le troisième temps, hein, ce temps d'identification, eh bien, c'est un moment où habituellement, ça se passe comme le décrit Freud, ça ne se passe pas toujours comme ça, hein. Il peut y avoir des écueils, mais dans la grande majorité des cas, donc le petit garçon s'identifie à son père pour aller désirer ailleurs que dans le couple parental, et la petite fille eh bien, va s'identifier au rôle maternel, hein, au rôle féminin, pour aller chercher en dehors du couple. Mais vous voyez bien que les catégories sociales et culturelles auxquelles appartiennent les parents ne sont pas sans conséquence sur, sur la mise en œuvre ou sur le déploiement du désir de l'individu dans la sphère sociale et culturelle. Hein. Alors, il y a une question en complément qui vient, c'est que Freud écrit tous, il est à Vienne, hein, à la fin du 19e, début du 20e siècle, et donc les questions de genre, de famille, on est dans la famille patriarcale, on est dans des genres où on est homme ou femme et il n'y a pas d'entre-deux. Donc les identifications, elles sont soutenues sur des rôles sociaux, professionnels, très, très genrés, très normés, très précis. Alors la question se pose, aujourd'hui, hein, à un moment donné où les identités de genre sont de plus en plus flottantes, où les entre-deux sont de plus en plus importants, avec une multiplicité de figures d'identification, hein, qui sont beaucoup moins normées que celles qui pouvaient exister dans la famille traditionnelle et dans le patriarcat. Qu'en est-il du complexe d'Oedipe, c'est-à-dire de ces systèmes d'identification? Et on voit bien aujourd'hui qu'au moment de l'adolescence, par exemple, c'est vrai au Québec, mais c'est vrai aussi en France, que les adolescents et les adolescentes traversent, hein, par des expérimentations d'identification multiples, et que ces identifications, c'est pas seulement à la fois les parents eux-mêmes, hein, sont déjà dans des familles recomposées, avec des trajectoires sociales, des trajectoires familiales, hein, qui ont vu de la flexibilité, des types de couples différents, multiples, croisés, décroisés, etc. Donc aujourd'hui, on peut se demander ce qu'il en est, hein, du complexe d'Oedipe. C'est-à-dire, il y a toujours ces phénomènes inconscients qui vont jouer ces trois temps dont parle Christophe, mais ces jeux d'identification et de désidentification peuvent prendre des formes multiples, plurielles, flexibles, etc. Et ça, c'est un phénomène social nouveau qui a des répercussions psychiques tout à fait importantes, hein. Et donc, c'est pour ça que aujourd'hui, il y a plus que jamais à essayer de mieux comprendre comment ces processus sociaux s'articulent sur des processus psychiques, hein, et qu'ils viennent, comment dire, donner une complexité et un pluralisme de situations d'identification ou autres, très, très important, hein, et c'est pour ça qu'on n'a plus maintenant ces références claires, hein, qu'on pouvait avoir en termes de genre, et sur laquelle la psychanalyse et Freud se sont appuyés jusque dans les années 60-70. Alors, d'abord, la première chose, c'est pour te familiariser avec le complexe d'Oedipe, pour vous familiariser avec le complexe d'Oedipe, bah, allez lire Freud. Freud, dans le texte, c'est très facile à lire, il donne plein d'exemples. Et donc, je vous recommande vraiment les bouquins de Freud. Et puis, dictionnaire de la psychanalyse, de la planche et Pontalis, un certain nombre de classiques dans la psychanalyse que vous pouvez lire et qui vont vous donner, je pense à Nasio par exemple, je pense à Joël Dor, des choses comme ça, hein, qui sont vraiment des ouvrages de base et qui vont vous aider à vous familiariser avec cette notion psychanalytique. Alors après, est-ce qu'il est toujours pertinent aujourd'hui de parler de complexe d'Oedipe? Moi, je dirais oui, parce que ce sont... alors, Vincent a tout à fait raison de dire que
les rapports de genre, de couple, le fonctionnement des familles s'est profondément transformé. En même temps, par exemple, en ce qui concerne les couples homosexuels, eh bien, il n'y a pas besoin d'avoir, pour que le complexe d'Oedipe fonctionne, un homme et une femme. Même si c'est le cas sur lequel s'est appuyé Freud à l'époque, bah, dans un couple homosexuel, l'enfant percevra très probablement une fonction paternelle et une fonction maternelle chez les deux hommes ou les deux femmes qui s'occupent de cet enfant. Hein. Donc, c'est pas forcément lié à la question biologique hein, du genre. Alors, en disant ça, je botte un petit peu en touche parce que c'est sans doute beaucoup plus compliqué que ça. Et pour l'instant, on n'a pas vraiment de données concernant nos collègues psychanalystes sur les effets euh, les effets de ces transformations. Par ailleurs, les psychanalystes ont dit aussi beaucoup de bêtises. Par exemple, sur la question de l'homosexualité, pendant très longtemps, les psychanalystes ont dit que les enfants de couples homosexuels allaient avoir des carences affectives, etc. Toutes les études montrent que ce n'est pas du tout le cas. Hein. Donc, il faut vraiment distinguer ce qui est de l'ordre du biologique, du genre biologique, et puis ce qui est de l'ordre de la fonction psychique autour des rôles masculins et féminins dans les couples. Mais disant ça, je ne suis pas certain qu'on couvre tout le spectre, et sans doute faut-il attendre un petit peu pour avoir des retours cliniques sur ce qui se passe pour les enfants qui vivent des situations plus compliquées que celles